Certains visages s'impriment à jamais dans la mémoire. Des yeux d'acier, un regard perçant, une présence capable de dominer l'écran sans le moindre mot. C'était lui, Lee Van Cleef. Son parcours ne fut pas une ligne droite. Il traversa le tumulte d'une guerre, affronta des blessures, des chagrins profonds et des années d'obscurité, avant de s'ériger comme l'une des figures les plus emblématiques et les plus complexes de l'histoire du cinéma. Pourtant, derrière le silence du pistolero se dissimulait un homme marqué par une tragédie intime, une existence façonnée autant par l'adversité que par la renommée. Et malgré tout, son héritage perdure, vivant à travers chaque image qu'il nous a léguée. Comme il le disait, « Si je suis encore là, je continuerai à les faire. » Les films sont encore là, donc pour moi, ils sont toujours là. Restez avec moi pour explorer la trajectoire remarquable, et parfois bouleversante, de Lee Van Cleef. Si ce type d'histoire vraie, brute, contée à travers le prisme du cinéma, résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Il y a tant d'autres récits à découvrir, et vous ne voudrez rien manquer de ce qui s'en vient. Penchons-nous sur l'histoire de Lee Van Cleef, un homme dont le visage vous est sûrement familier, même si son nom ne vous vient pas immédiatement à l'esprit. L'ombre de la guerre ou la jeunesse d'un soldat. Né en janvier 1925, Lee a grandi dans l'environnement paisible et agricole de Somerville, dans le New Jersey, à des années-lumière des projecteurs scintillants d'Hollywood et de son glamour. Ses origines étaient modestes, une famille d'ascendance néerlandaise, une enfance bercée par les rythmes lents et réguliers de l'Amérique rurale. Pourtant, le destin de Lee fut tout sauf ordinaire, jalonné de tournants inattendus qui le mèneraient finalement à devenir l'un des acteurs de caractère les plus inoubliables du cinéma. Parvenu à l'âge adulte durant la Seconde Guerre mondiale, Lee appartenait à une génération catapultée au cœur d'un conflit planétaire. Il servit son pays avec une discrète détermination. Ces années cruciales furent passées au sein de l'US Navy, d'abord à bord d'un chasseur de sous-marins dans les Caraïbes, puis sur un dragueur de mines naviguant dans les eaux périlleuses de la mer Noire et de la mer de Chine. On peut à peine concevoir la pression et l'incertitude qu'il a dû affronter, naviguer dans des mers hostiles, vivre sous la menace constante du danger, et porter le fardeau d'une responsabilité que seule la guerre impose. Ces années ont, sans aucun doute, forgé sa résilience et conféré à ses futurs rôles une gravité particulière. La décision de Lee Van Cleef de s'engager dans la marine ne relevait pas d'une simple soif d'aventure, elle était profondément enracinée dans un sentiment de devoir patriotique et dans les réalités de son époque. Originaire du New Jersey, il se retrouva soudain plongé dans l'immensité imprévisible d'un conflit mondial. Après sa formation, il fut affecté à un chasseur de sous-marins, un poste exigeant une concentration extrême, des nerfs d'acier et une précision absolue. Mais ce n'était que le début. Très vite, il fut réaffecté comme opérateur sonar à bord de l'USS Incredible, un dragueur de mines dont le nom était aussi intimidant que sa mission. Servir sur ce navire lui ouvrit une fenêtre sur un monde que peu peuvent seulement imaginer. Le parcours naval de Lee l'emmena des eaux ensoleillées des Caraïbes jusqu'aux côtes historiques de la Méditerranée. Il fut un témoin direct des opérations intenses menées sur la côte sud de la France alors que les forces alliées progressaient. Puis, dans un retournement inattendu, en 1944, l'USS Incredible jeta l'ancre dans la mer Noire, près de Sébastopol en Crimée. C'est là que l'histoire devient véritablement fascinante. Alors qu'il déminait les eaux, Van Cleef et son équipage collaborèrent avec la marine soviétique, un partenariat étrange et malaisé, né des dures nécessités de la guerre. Imaginez un peu, un marin américain, les yeux rivés sur les eaux dangereuses, coopérant avec les forces soviétiques à une époque où la confiance entre alliés n'était que partielle, au mieux. Cela ajoute une couche captivante de tension politique et de complexité à son service, bien au-delà des dangers physiques évidents. Après ces mois tendus en mer Noire, l'équipage retourna en Sicile, où il y resta jusqu'à sa libération en 1946. Il quitta la marine avec le grade de sonarman First Class, non seulement indemne, mais reconnu pour ses mérites. La Bronze Star et la Good Conduct Medal ne sont pas des décorations distribuées à la légère, elles témoignent d'actes de courage et d'un engagement sans faille envers le devoir. Ce n'était pas simplement un jeune homme traversant son service militaire, c'était un chapitre déterminant qui façonnerait la ténacité et l'endurance qu'on reconnaîtra plus tard chez Lee Van Cleef à l'écran. Même en pleine guerre, la vie personnelle de Lee prenait forme. En 1943, il épousa Patsy Ruth, et ensemble, ils fondèrent une famille, élevant 3 enfants, une fille et 2 garçons. Cette stabilité familiale l'ancra après le chaos de la guerre. Mais le métier d'acteur, ce n'était absolument pas dans ses plans. La cicatrice et la toile, une vie façonnée par le destin. Parfois, la vie vous lance une balle courbe qui change tout.
Et pour Lee Van Cleef, l'année 1959 fut l'une de ces années. Il fut impliqué dans un grave accident de voiture, un accident lié à l'alcool qui faillit mettre fin à sa carrière. Il en sortit avec une blessure au genou si sérieuse que les médecins lui annoncèrent qu'il ne pourrait plus jamais monter à cheval. Pour un acteur qui allait devenir célèbre dans les westerns, où l'équitation est plus qu'une compétence, une nécessité, ce fut un diagnostic dévastateur. Et cette blessure ne disparut jamais vraiment. Elle le hantera de douleurs persistantes toute sa vie, chaque pas lui rappelant ce moment fatidique. Le parcours de Lee Van Cleef à travers cette période difficile fut tout sauf simple. Après l'accident, sa convalescence ne fut pas seulement physique, ce fut une épreuve de patience et de résilience qui dura longtemps, le maintenant éloigné du monde du cinéma qu'il commençait à conquérir. Pendant cette période, sa vie personnelle changea également de manière significative. Lui et sa première épouse, Patsy Ruth, qu'il avait épousée en 1943, se séparèrent finalement en 1958. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants, Alan, Deborah et David. Ce fut donc une période marquée à la fois par la famille et par le changement. En 1960, Lee se remaria avec Joanne Marjorie Drain, surnommée Joanie. Et avec elle, il explora un tout autre type de créativité. Le cinéma étant en pause, Lee et Joanie lancèrent une entreprise de décoration d'intérieur, un virage étonnant loin des durs à cuire et des bandits de l'Ouest qu'il incarnait à l'écran. Mais d'une certaine façon, cela avait du sens. On peut facilement imaginer qu'un homme habitué à créer une atmosphère devant une caméra puisse aussi avoir un œil pour transformer une pièce. Et au-delà de cela, Lee se plongea dans la peinture, se concentrant principalement sur des marines et des paysages. L'art devint clairement plus qu'un passe-temps pour lui, c'était un refuge, un lieu où il canalisait toutes ses frustrations, toute sa douleur, dans quelque chose de silencieusement beau et profondément personnel. Voici un détail fascinant, souvent ignoré mais révélateur de sa personnalité. Alors qu'il construisait une maisonnette de jeu pour sa fille près de leur maison à Granada, Lee eut un petit accident, mais inoubliable, il se coupa le bout du majeur droit. Oui, le bout du doigt. Cela peut sembler anodin, mais ce petit bout de doigt manquant devint en quelque sorte emblématique, une partie de cette image rude et marquée qui le rendait si mémorable à l'écran. Une petite imperfection qui le rendait étrangement plus authentique, plus solide, plus vrai. Un homme façonné autant par ses rôles que par sa vie réelle. Ce doigt perdu lors d'un simple geste paternel rappelle subtilement qu'il y avait, derrière chaque méchant iconique ou héros stoïque, un homme avec une famille et les mêmes luttes quotidiennes que tout un chacun. Par la suite, le mariage de Lee avec Joanie prit fin en 1974. Et en 1976, il épousa Barbara Avlon, qui resta à ses côtés jusqu'à sa mort en 1989. Lee décrira plus tard ces années loin des plateaux comme des périodes de « sécheresse malsaine ». Et on ne peut s'empêcher de se demander si la douleur physique comme émotionnelle rendait ces périodes encore plus difficiles. Sa carrière semblait ralentir, réduite pour l'essentiel à des apparitions à la télévision ou à des rôles secondaires. Il semblait que le projecteur s'était éteint pour Lee Van Cleef. La résurrection du pistolero ou l'Italie, son nouveau royaume. Mais alors, juste au moment où l'on pourrait croire que l'histoire était terminée, le destin intervint de façon inattendue. En 1965, un réalisateur italien ambitieux nommé Sergio Leone préparait son deuxième western Spaghetti. Son premier, pour une poignée de dollars, avait été un immense succès, en grande partie grâce à un Clint Eastwood encore inconnu à l'époque. Pour son nouveau film, et pour quelques dollars de plus, Leone avait besoin d'un coéquipier solide pour incarner le colonel Douglas Mortimer, un tireur plus âgé, sophistiqué, intelligent, capable de tenir tête au personnage d'Eastwood. À l'origine, Leone voulait Lee Marvin pour ce rôle, mais celui-ci était déjà engagé sur 4 balles pour Joe. Leone se rendit donc à Los Angeles pour chercher quelqu'un d'autre. C'est là qu'il tomba sur une photo de Lee Van Cleef. Le problème, c'est que Lee était hors du circuit depuis si longtemps que son agent était dépassé et ne savait même pas comment le contacter. Immédiatement, quand Lee fut enfin joint, il se présenta à l'entretien, prêt à faire impression. Il arriva vêtu d'un long manteau noir et de bottes, un look qui attira immédiatement l'œil de Leone. Le réalisateur le vit apparaître dans l'embrasure de la porte et sut instantanément qu'il avait trouvé l'homme parfait pour le rôle. L'offre suivit rapidement, 17 000 $ pour jouer face à Eastwood. Mais fidèle à lui-même, Lee insista pour ne pas accepter le travail tant qu'un client de son entreprise de décoration n'était pas entièrement réglé. Leone accepta et ajouta même 5 000 $ pour régler la situation. Et voilà, Lee partit à l'autre bout du monde, direction Almeria en Espagne pour le tournage.
Ce village espagnol et la campagne environnante ressemblaient étonnamment aux frontières texanes, le décor idéal pour représenter les villes poussiéreuses de l'Ouest américain. Et voici une anecdote de tournage, une dispute amicale mais intense éclata entre Eastwood et Van Cleef pour savoir qui était le plus rapide au tir. Il s'avéra que Lee Van Cleef était le plus rapide et les images tournées l'attestaient. L'année suivante, Lee fut de nouveau choisi pour le chef-d'œuvre suivant de Léon, le bon, la brute et le truand. Cette fois, il endossa un rôle totalement à l'opposé de l'honorable colonel Mortimer, il devint Angel Eyes, l'un des méchants les plus glaçants du cinéma. C'est un témoignage de l'incroyable palette d'acteurs de Lee que l'on ait du mal à croire qu'un même homme ait joué ces deux rôles. Fait intéressant, c'est Clint Eastwood lui-même qui le surnomma Angel Eyes pendant le tournage. Quel surnom, gravé dans l'histoire du cinéma comme l'un des personnages antagonistes les plus mémorables jamais incarnés à l'écran. L'ascension de Lee Van Cleef vers la célébrité en Europe à la fin des années 60 et dans les années 70 est tout simplement remarquable. À une époque où le western spaghetti régnait en maître, Lee n'était plus un simple second rôle, il devint une véritable star, obtenant des rôles principaux et des salaires à la hauteur de son statut grandissant. Il est fascinant de penser qu'à un moment donné, il faisait partie du top 10 des plus grands box-office européens. Ce n'était pas une mince affaire pour un homme dont les débuts étaient si éloignés du glamour hollywoodien. Il acheta même une maison à Rome, s'imprégnant pleinement de la scène cinématographique européenne. À peu près à la même période, il accorda une de ses rares interviews télévisées à la télévision espagnole, juste après avoir acquis un ranch à bétail là-bas. Un détail qui révèle un peu de son esprit aventurier et son lien avec le mode de vie rude qu'il incarnait souvent à l'écran. Alors que l'âge d'or du western spaghetti commençait à s'estomper au milieu des années 70, beaucoup d'acteurs virent leur carrière ralentir, mais pas Lee. Il s'adapta avec une aisance surprenante, s'engageant dans un monde hybride où les thèmes du western rencontraient la montée explosive des films d'arts martiaux. En 1975, il apparut dans The Stranger and the Gunfighter, un mélange unique de ces deux genres. C'était un coup intelligent, montrant sa volonté d'évoluer et de prendre des risques alors que le paysage cinématographique changeait sous ses pieds. À cette époque, Lee entama également un nouveau chapitre personnel, se mariant pour la 3e fois avec Barbara Avlon et revenant s'installer aux États-Unis, dans la ville d'Oxnard en Californie. Le reste de la carrière de Lee fut marqué par une série de rôles d'action et d'aventure qui exploitèrent sa présence dure et autoritaire. Des films comme The Octagon et Escape from New York le virent endosser des rôles différents du méchant classique du western, mais qui portaient toujours cette même aura de danger et d'intensité. En 1984, il décrocha même le rôle principal dans une série télévisée éphémère intitulée The Master, où il jouait un ninja américain à la recherche de sa fille disparue, un rôle alliant physicalité et profondeur émotionnelle surprenante. L'héritage d'un homme vrai au-delà du méchant. Malheureusement, la vie de Lee Van Cleef fut brutalement interrompue lorsqu'il succomba à une crise cardiaque fatale à son domicile le 16 décembre 1989, à seulement 64 ans. Sa femme Barbara était présente pour appeler les secours, mais malgré leurs efforts, il ne put être ranimé. Il fut inhumé au Forest Lawn dans les Hollywood Hills, laissant derrière lui un héritage couvrant 4 décennies et d'innombrables rôles mémorables. Ses funérailles ne furent pas qu'un simple adieu, ce fut un hommage digne de ce nom. Les participants étaient vêtus de chapeaux de cow-boy et de tenues western, un salut au genre qu'il avait contribué à définir. Parmi eux se trouvait nul autre que Clint Eastwood, son co-vedette et ami de longue date. Eastwood avait toujours respecté Van Cleef, déclarant un jour « On ne peut pas avoir un bon protagoniste sans un antagoniste fort », et que Lee avait l'un des meilleurs visages à l'écran. Un compliment de poids venant d'un homme qui sait ce qu'est la grandeur. Van Cleef repose au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood Hills, et si vous visitez sa tombe, vous y trouverez une inscription qui résume tout, Best of the Bad. Ce qui frappe chez Lee, c'est sa connexion avec le public, pas seulement en tant que méchant, mais comme une figure de force tranquille et de confiance froide. Il y a quelque chose d'universellement séduisant dans cette présence calme et stable qu'il apportait à l'écran. Il offrait à de nombreux spectateurs la possibilité de vivre par procuration à travers ses personnages, explorant les recoins sombres de la personnalité sans jamais perdre le sens de l'authenticité. Lorsqu'on lui demandait s'il aimait jouer les méchants, la réponse de Lee était rafraîchissante de simplicité. Bien sûr, ces personnages ont beaucoup de profondeur. Il est clair que si ses traits acérés et son regard intense attiraient d'abord les directeurs de casting vers des rôles de méchants, c'était son talent et son dévouement qui transformèrent cela en un art finement maîtrisé, toujours captivant pour les fans aujourd'hui.
Il y a un moment dans une vieille interview de Lee Van Cleef qui révèle vraiment ce qui faisait de lui une présence si fascinante à l'écran. L'interview posa une question qui, en surface, ressemblait à un compliment. On dirait que vous avez un peu inversé la tendance habituelle. On a l'habitude de voir les stars hollywoodiennes vieillir pour devenir des seconds rôles. Mais vous avez commencé comme second rôle et vous êtes devenu un premier rôle. Était-ce prévu ou cela s'est-il simplement produit? La réponse de Lee? Du pur jus, réfléchi, direct, avec cette clarté sans détour qui le caractérisait. Il regarda la question de billet et dit « Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par second rôle. » Et il avait raison. Dans son esprit, chaque acteur est un second rôle. Que vous soyez héros, méchant, ou quelque part entre les deux, vous endossez toujours la vie d'un autre, c'est le métier. Vous racontez l'histoire de quelqu'un d'autre, insufflant la vie à quelqu'un qui n'existe pas sans vous. Donc, toute cette idée de tracer une ligne entre premier rôle et second rôle, pour lui, c'était juste un malentendu, une étiquette de l'industrie qui ne lui convenait pas. Et cela prend tout son sens quand on pense au rôle qu'il a choisi. Lee n'a jamais couru après la célébrité comme d'autres. Il ne semblait pas se soucier d'être le plus bel homme de la pièce, ni de gagner des concours de popularité. Ce qui comptait pour lui, c'était le matériel, le scénario, l'histoire, le personnage. Il disait lui-même que si le rôle était bon, si l'histoire avait du fond, il jouerait le méchant aussi volontiers que le héros. Et honnêtement, c'est ce qui le rendait si captivant. Il ne cherchait qu'à être présent, vrai, et toujours aussi affûté. Lee Van Cleef ne devint pas un premier rôle au sens traditionnel. Il ne devint pas soudain plus doux ou plus consensuel pour rentrer dans un moule. Ce qui arriva, c'est que le monde rattrapa son talent. Le public commença à reconnaître que la profondeur qu'il apportait à ses rôles secondaires était précisément ce qui le rendait assez magnétique pour porter un film. Il vieillissait en quelqu'un qu'on voulait regarder, non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il était resté exactement lui-même, un sacré bon acteur qui comprenait la mission à chaque fois. Lee Van Cleef nous a offert des personnages inoubliables. Mais c'est l'homme derrière ces rôles ou résili, blessé, farouchement engagé, qui a véritablement marqué les esprits. Son histoire n'est pas seulement celle de la ténacité et de la gloire, mais d'une persévérance discrète face à la douleur. Et même s'il est parti, ses films le maintiennent vivant, tout comme il l'avait toujours cru. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous avons d'autres vies inconnues qui attendent dans l'ombre. Et surtout, dites-nous, quel rôle de Lee Van Cleef est votre préféré? À la prochaine.